bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir bravé le froid pour venir jusqu'à nous, assister à ce 4e rendez-vous des Mardis d'eau. Merci Jean-Paul Demoule d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes archéologue et préhistorien, professeur émérite de proto-histoire européenne à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France, que la plupart de vos recherches et travaux portent sur le néolithique, ou plutôt sur la néolithisation de l'Europe et sur l'âge de fer, mais que vous avez toujours aussi accordé une grande importance et de nombreux articles, réflexions, interventions à la question de l'histoire de cette discipline, l'histoire de l'archéologie, sur son rôle social aussi et sur les usages publics, politiques et les constructions idéologiques qui parfois peuvent l'entourer ou la recouvrir. Tout cela vous a sans doute mené à être un acteur majeur de la mise en place d'une loi sur l'archéologie préventive au début des années 2000, à la création de l'INRAP, qui est l'Institut national de recherche archéologique préventive, dont vous avez été le premier président de 2001 à 2008, et vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages, plusieurs essais à destination du grand public, que l'on retrouve d'ailleurs pour certains sur la table de notre partenaire ce soir, la librairie Soramps. Alors, je vais citer quelques titres comme autant de repères. Naissance de la figure, l'art du paléolithique à l'âge de fer, chez Azan, que vous étiez venu présenter il y a une dizaine d'années déjà à Montpellier. Je citerai aussi On a retrouvé l'histoire de France, comment l'archéologie raconte notre passé, qui est actuellement disponible en poche chez Folio. Et puis il y a eu Mais où sont passés les Indo-Européens, le mythe d'origine de l'Occident, en 2014 au Seuil, un livre qui a été récompensé par plusieurs prix, le prix Roger Caillois de l'Essai par exemple. Et enfin, plus récemment, je vais citer les 10 millénaires oubliés qui ont fait l'histoire, et puis la direction d'un collectif avec d'autres archéologues, Schnapp et Garcia, une histoire des civilisations, comment l'archéologie bouleverse nos connaissances à la découverte, c'était il y a un an. Voilà. Mais si ce soir nous vous recevons, c'est à l'occasion de la parution d'un nouveau livre, votre nouvel essai Aux origines de l'archéologie, une science au cœur des grands débats de notre temps, paru à la découverte, un livre d'interventions engagées, une véritable défense et illustration de l'archéologie qui repose sur un étrange paradoxe. Jamais l'archéologie n'a été aussi prisée par le public. Il y a des livres, des films, des documentaires qui ont remporté de grands succès, des émissions de télé. Il y a une demande sociale qui est finalement très forte. Et en même temps, on découvre en lisant votre livre, si on ne le savait pas, que c'est une discipline qui est malgré tout fragilisée par les usages politiques et idéologiques qui peuvent être faits d'elle, mais également par l'invasion de la logique néolibérale dans son fonctionnement, une logique qui semble avoir été parfaitement intégrée par les décideurs politiques, publics et administratifs. Alors pour qu'on se mettre tout de suite d'accord et qu'on soit vraiment sûr de quoi on parle, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qu'on entend par archéologie préventive? Parce que je suis sûr que voilà, on est un certain nombre à ne pas savoir exactement de quoi il s'agit. Archéologie préventive, on disait avant archéologie de sauvetage. Jusque dans les années fin des années 80-90. Alors l'archéologie de sauvetage, en gros, pour faire vite, c'est quand les archéologues sont derrière les bulldozers et essaient de ramasser ce qui en peut encore l'être. Et l'archéologie préventive, c'est quand les archéologues sont devant les bulldozers et que les bulldozers attendent poliment qu'on ait fini notre travail. Enfin, ils attendent poliment pas très longtemps, mais en tout cas, on intervient avant eux. Et pour donner quelques chiffres, chaque année en France, on bétonne à peu près 600 km² de territoire. On appelle ça maintenant artificialisé.
des autoroutes, des carrières de sable et gravier, les lignes de TGV, les parkings, les zones industrielles, etc. 600 km², c'est 60 000 hectares. C'est, pour ceux qui s'intéressent au foot, c'est un terrain de foot toutes les 4 ou 5 minutes à peu près. C'est la surface d'un département français tous les 8 ans. Donc c'est considérable, et c'est pas n'importe, c'est pas qu'il y aurait un site archéologique de temps en temps. C'est que quand maintenant on fait des sondages systématiques sur le tracé d'une autoroute ou d'une ligne de TGV, eh bien on trouve un site archéologique en moyenne, quelque époque qu'il soit, puisque la France est habitée depuis 1 million d'années à peu près, un site important tous les kilomètres. Donc il y a une densité assez forte, et il n'y avait pas d'archéologie préventive quand on a construit le premier réseau autoroutier. Donc quand vous allez de Nice jusqu'à Lille, si vous aimez la pluie et le froid, eh bien ça fait 1200 km, et vous vous dites qu'il y a eu 1200 sites archéologiques qui ont été détruits sans aucune observation. Donc c'est ça l'archéologie préventive. Il y a une loi, effectivement, comme vous le disiez, que depuis, j'avais contribué à la construction de cette loi, donc qui date seulement de 2001. Sur ces 50 000 ou 60 000 hectares chaque année, il y a quand même que sur 20% qu'on fait des sondages archéologiques préalables. Les autres, ils partent directement dans les bennes des bulldozers. Donc voilà pour une première définition. Après, on pourra étendre les choses. Alors, je disais que le livre pouvait se présenter comme une défense de l'archéologie. Alors une question un peu provocatrice, volontairement provocatrice. Pourquoi défendre l'archéologie ? À quoi ça sert aujourd'hui l'archéologie pour nous, Européens, Français, du début du XXIe siècle ? En quoi il faut la défendre ? Qu'est-ce qu'elle apporte finalement de plus que ne peut pas apporter une autre discipline comme l'histoire ? C'est vrai, quand j'étais encore enfant, je voulais déjà être archéologue, comme beaucoup d'enfants. J'avais 7-8 ans, donc mon grand-père avait dit fièrement à sa voisine, mon fils, il veut être archéologue. Et elle m'a regardé d'un air atterré, elle réfléchit un peu, elle cherchait à dire quelque chose de gentil. Elle a dit « Ah oui, il en faut ». Donc finalement c'est ce que j'ai fait. Alors on peut penser que l'archéologie effectivement c'est assez futile, à part les rêves d'enfance, ça sert à garnir des vitrines de musées que personne ne visite jamais, vitrines poussiéreuses, etc. Mais en réalité ça sert au moins à 2 choses principales, sachant que la définition de l'archéologie a évolué, enfin toutes les sociétés du monde se sont intéressées au passé, qu'il soit réel ou mythique. Mais à la Renaissance, l'archéologie, c'est plutôt les beaux objets, les objets d'art. C'est ce qui va garnir les grands musées. Moi, j'enseignais dans un institut qui s'appelait Institut d'histoire de l'art et d'archéologie, comme si les deux étaient mêlés. Et puis au XIXe siècle, quand les sciences se constituent, l'archéologie est devenue une science auxiliaire de l'histoire. C'est-à-dire que la vérité, c'était ce qu'il y avait écrit dans les textes, et les archéologues étaient sommés humblement d'illustrer un peu les textes. Puis au XXe siècle, disons plutôt dans la deuxième moitié du XXe siècle, la définition actuelle, c'est l'archéologie, c'est la science qui étudie les sociétés à travers leurs traces matérielles, comme l'histoire à travers les textes, mais il n'y a pas tant de sociétés qui ont laissé des textes, ou la sociologie à travers les comportements des sociétés, le comportement effectivement collectif des sociétés, la psychologie, etc. Donc l'archéologie, c'est à travers les traces matérielles. Alors à partir de ça, il y a effectivement au moins 2 grandes fonctions sociales, puisqu'en général on est payé par les sociétés pour travailler en tant qu'archéologue. La principale, c'est reconstituer effectivement le passé, expliquer le passé, et ça peut avoir des retombées sur le présent. On pourra en parler tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des sociétés, par exemple, qui sont allées dans le mur pour avoir mal géré leur environnement,
au hasard. Et la deuxième fonction, c'est qu'effectivement, quand les nations se constituent au moment de la Révolution et du romantisme, eh bien, puisque avant c'est que des royaumes avec des rois dits de droit divin, donc c'était Dieu qui décidait, donc il n'y avait pas de question. À partir du moment où les nations se constituent en tant que communauté de citoyens, eh bien, elles ont besoin d'un passé. Et c'est là que l'archéologie, à partir du 19e siècle, va travailler pour le meilleur et pour le pire, pour leur donner un passé. Donc voilà à quoi ça sert. Mais comme vous le disiez, de toute façon, c'est les citoyens qui payent, qui tranchent, et dans la mesure où il y a effectivement, comme vous le disiez, une popularité certaine de l'archéologie actuellement, et plutôt plus qu'il y a 20 ou 30 ans. La preuve, c'est qu'effectivement, comme je disais, pendant les Trônes Glorieuses, on pouvait bétonner et détruire les sites sans problème, alors que maintenant, c'est devenu beaucoup plus difficile. Alors vous dites aussi que l'archéologie peut servir à déconstruire des mythes, à déconstruire, pour vous citer, les éléments contraires à la vérité historique. Et c'est ce à quoi s'essaye la première partie de votre essai, en revenant sur un certain nombre d'usages peu orthodoxes de l'histoire et de l'archéologie. Il y a une question en particulier qui semble propice à ces usages non orthodoxes, c'est celle de l'origine, celle des origines. Pourquoi, du point de vue de l'archéologue, n'est-il plus possible aujourd'hui, à la lumière justement de ce qu'on a appris grâce au développement de l'archéologie, par exemple d'adhérer à l'expression du général de Gaulle qui parle de la France qui vient du fond des âges? Pourquoi n'est-il plus possible aujourd'hui d'adhérer aussi aveuglément à l'expression de nos ancêtres les Gaulois et à toute la mythologie que le 19e siècle avait construit? Oui, parce que quand on dit la France vient du fond des âges, effectivement, quel est le fond des âges? Parce que les premières traces actuellement humaines, elles sont pas loin d'ici, elles sont du côté de Béziers, à désignant la Sèbe. On a trouvé non pas encore des restes humains, mais au moins des outils qui datent à peu près, d'après les datations absolues des géologues, aux alentours de 1 200 000 ans, 1 300 000 ans. Alors, est-ce que c'était des Français là? C'est vraiment le fond des âges. On ne peut pas faire plus fond des âges. D'un autre côté, c'est quoi la France? On va revenir sur les Gaulois. Mais si vous prenez Clovis, par exemple, qui est censé celui qui est on pourra reparler du baptême de Clovis, mais c'est censé être, quand on dit les 43 qui ont fait la France, on commence en général avec Clovis ou à la rigueur avec son papa Mérovée. Non, c'est son grand-père Mérovée avec Chilpéric, son père. Eh bien, le royaume de Clovis, si vous le regardez, il comprend un bout de l'Allemagne, il ne comprend pas du tout la moitié est de la France, et de toute façon, il a été divisé en 4 à sa mort entre ses fils. Et donc, la carte actuellement de la France, elle se rapproche la France du Moyen-Âge et de l'âge et d'après le Moyen-Âge, elle se rapproche de son tracé actuel, pas avant Louis XIV, quand il commence à conquérir à annexer l'Alsace et la Lorraine, en annexant d'ailleurs l'Alsace, des territoires qui, au moins culturellement et linguistiquement, étaient germaniques à l'époque. Et encore, il y a du temps de Louis XIV, il n'y a ni la Corse, ni les Savoies, ni le comté de Nice. Et le dernier agrandissement du territoire métropolitain, sans parler des territoires d'outre-mer, c'est 1947-1948. C'est le canton de Tende qui est annexé à ce moment-là. Donc il faut savoir ce qu'est la France. Et la France, en plus, c'est la réunion par la volonté, et la force et la chance
des rois de France, de communautés qui, dans leur mode de vie et leur langue, leurs coutumes, mode de civilisation, etc., étaient extrêmement différentes. Si on prend les Basques, les Bretons, les Flamands, donc les Alsaciens, les Lorrains, les Corses, et si on prend effectivement tout le sud de la France, puisqu'on y est, où on parlait occitan, qui représentait à peu près 30 millions qui représente 30 millions de personnes. Donc tout ça, ça a été une réunion autoritaire. Bon, la prise de Béziers, 40 000 morts, comme vous savez, la croisade contre les Cathares. Donc c'est quoi la France de ce point de vue-là? Quand on dit, par exemple, entre les invasions dites barbares, mais il faudrait y revenir parce que justement l'histoire et l'archéologie ont complètement mis en cause cette vision cataclysmique. Donc entre les invasions barbares et puis l'immigration récente des dernières décennies, la France serait restée intacte. C'est un non-sens puisque effectivement, comme je disais à l'instant, d'une part c'est la réunion progressive de communautés ethniques, linguistiques extrêmement différentes d'une part, et deuxièmement il y a sans arrêt eu des mouvements migratoires. Il y a les Bretons qui arrivent au Moyen-Âge, les Vikings, donc les Normands qui s'installent en Normandie comme leur nom l'indique. Il y a les Juifs séfarades expulsés d'Espagne en 1492, les Morisques qui étaient les musulmans convertis au catholicisme mais qui ont quand même été expulsés. Il y a les Tziganes ou Roms qui arrivent à partir de la fin du Moyen-Âge. Il y a toutes les suites des reines de France qui sont toutes étrangères. Il y a tous les mercenaires des armées royales qui, à l'âge classique, comptent entre un tiers et un quart de mercenaires étrangers. Et je ne parle pas de toutes les émigrations, soit économiques, soit politiques, du 19e ou du 20e siècle. Donc cette idée d'une espèce de permanence est complètement fantasmatique. Alors, deuxième volet, nos ancêtres les Gaulois. Il suffit de prendre qui est-ce qui en a d'abord parlé? C'est Jules César. On ouvre la guerre des Gaules, on prend la première phrase de la guerre des Gaules. Je ne vous la cite pas en latin, mais en français, il dit la Gaule est divisée en 3 parties qui diffèrent entièrement, dont les peuples diffèrent entièrement par leurs coutumes, leurs lois et leurs institutions. Donc il y a 3 parties, ce qu'il appelle les Aquitains, donc le sud-ouest, la Gaule centrale, il dit qu'on appelle Gaulois et qui s'appellent les Celtes, Keltae, Kaltoi c'est le nom grec, et puis il y a les Belges au nord, c'est-à-dire à partir de la Seine. Donc déjà, il n'y a pas d'unité. Si on regarde l'archéologie, ça correspond à ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, une culture, donc une culture archéologique qu'on appelle la culture de l'Athènes, qui est bien effectivement présente sur une grande partie du territoire français, mais qui s'étend sur tout le sud de l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et jusqu'à la Bohème. On va trouver exactement les mêmes types de parures, de vases, etc., du bassin parisien jusqu'à la région de Prague. Donc cette idée que c'est nos ancêtres, elle est effectivement, elle ne correspond pas à ce qu'on peut observer, ni historiquement quand on lit les textes, ni d'autre part archéologiquement quand on regarde ce qu'on trouve dans le sol. Alors cela dit, les Gaulois n'ont pas non plus toujours été nos ancêtres, parce que c'était des barbares vaincus. Donc l'aristocratie française prétendait, elle, descendre des Francs. Et si bien que quand l'abbé Sieyès fait son célèbre discours sous la Révolution, qu'est-ce que le tiers-État? Il dit, eh ben, les nobles, puisqu'ils prétendent venir de Germanie, eh bien, qu'ils y retournent dans leurs forêts, dans leurs étangs. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait, mais ils sont revenus après en 1815. Donc à cette époque-là, on ne se réclame pas du tout des Gaulois, justement, parce que c'est des vaincus et qui sont décrits. On n'a que la vision des vainqueurs, et les vainqueurs nous décrivent comme des barbares avinés qui sont capables d'échanger un esclave
esclaves contre une seule amphore de vin, ce qui paraît dérisoire, qui se battent tout nus, qui se rasent pas la barbe alors que les Romains s'épilent. Du coup, quand ils mangent salement, etc. Et ils sont finalement vaincus. Donc c'est pour ça que quand on constitue les grands musées nationaux au XIXe siècle avec les nations, dans le musée du Louvre, il n'y a rien sur les Gaulois et sur le sol français. Les Gaulois, il faut attendre la fin du XIXe siècle pour qu'on les mette au musée de Saint-Germain-en-Laye, dit d'Antiquité nationale et maintenant d'Archéologie nationale, mais qui n'a pas d'argent, et très peu de public et qui est vraiment relégué dans une lointaine périphérie. Donc les Gaulois vont être nos ancêtres seulement à partir de la Troisième République, parce que la Troisième République, elle se fonde justement sur une défaite à son tour, comme la France, entre guillemets, va commencer avec la défaite d'Alésia. Donc c'est là que on devient nos ancêtres, les Gaulois deviennent nos ancêtres avec l'école républicaine, mais pas toujours trop revendiqué quand même par les élites. Et en suivant justement la vision des vainqueurs, on va quand même les décrire un peu comme des sauvages dans des huttes rondes au milieu des forêts avec leurs druides. Et on utilisera même le fait consolatoire qu'ils aient été vaincus pour le retourner, pour justifier la colonisation française de l'Afrique. Et vous avez des textes comme le célèbre Lavis, qui a été édité en des millions d'exemplaires au 19e et début du 20e siècle pour les manuels d'histoire de l'école primaire, qui va dire, de même que les Romains nous ont civilisés, nous ont permis de vivre dans des belles maisons en pierre, dans des grandes villes, eh bien nous sommes en train de civiliser les sauvages, dit-il, d'Afrique, en leur apportant la civilisation, etc. Et les Gaulois vont être repris après sous Pétain sur la même base. On a été vaincus parce qu'on n'était pas bon à cause du Front populaire, mais maintenant nos vainqueurs vont nous régénérer et grâce à une saine collaboration, un nouvel ordre va pouvoir se poursuivre. Et d'ailleurs, si vous avez du courage, si vous regardez les sites d'extrême droite sur Internet, très souvent, et pour dire les Français de souche, ils disent nous les Gaulois. C'est un terme qui va être repris. Donc tout ça pour dire que les malheureux Gaulois, effectivement, ils l'ont pas cherché, ils l'ont pas voulu à l'époque, mais ils se sont retrouvés pris là-dedans. Alors qu'en plus, ce que montre l'archéologie, c'est qu'effectivement, ce n'étaient pas des sauvages qui vivaient dans des huttes au milieu des forêts, comme le décrit Goscinny avec Astérix dans un mythe un peu consolatoire. Finalement, on a été vaincus, mais on pile quand même les Romains dans un petit coin d'irréductible. Ce que montre l'archéologie, au contraire, c'est que il n'y avait pas tellement de différence entre les États gaulois et Rome, que si on dit qu'ils sont indisciplinés, c'est parce qu'il n'y avait pas une Gaule unie, effectivement, mais il y avait une soixantaine d'États dans ce que les Romains appelaient Gaule, et pour eux c'était géographique, c'était effectivement pas politique. États qui étaient souvent en guerre les uns contre les autres, ne serait-ce que pour se prendre des esclaves, pour justement les vendre aux Romains et aux Grecs contre des objets de prestige, du vin, etc. Mais que sinon, il y avait déjà des villes avec un urbanisme à angle droit, il y avait des routes, il y avait une économie monétaire, depuis au moins 2 siècles avant la conquête romaine. Donc c'était pas du tout uniquement des sauvages au fond des forêts. Et d'ailleurs, s'il y a pu y avoir une civilisation dite gallo-romaine, ce qui pose aussi un problème, parce que dans aucun autre pays on parle de thraco-romain ou de germano-romain, ou etc., dans d'autres régions de l'Empire proprement romain. Mais donc, s'il y a quand même eu une civilisation et non pas destruction totale, comme ça a pu être le cas de la colonisation européenne dans certaines parties du monde, c'est parce qu'effectivement, il n'y avait pas une très grande différence entre les deux, qu'il y avait une imprégnation de la civilisation romaine déjà en Gaule, que les élites gauloises allaient étudier à Rome,
semble que Vercingétorix lui-même connaissait très bien Rome et connaissait César avant la guerre. Donc, ce qu'on reconstruit est tout à fait différent. Et avec l'INRAP, justement, on avait organisé en 2011-2012 à la Cité des Sciences de la Villette une exposition qui s'appelait Gaulois, une exposition renversante pour montrer que ce qu'on peut reconstituer par l'archéologie de la civilisation gauloise est effectivement tout à fait contraire au poncif. Alors vous y avez fait allusion, cette remise en cause et cette déconstruction d'un certain nombre de mythes fondateurs, d'idéologies, n'est pas appréciée par tout le monde et en particulier par les mouvements d'extrême droite. Est-ce que vous avez le sentiment que l'offensive de l'extrême droite sur le champ de l'archéologie et de l'histoire s'est renforcée, s'est multipliée ces dernières années? Quelle forme prend-elle et qu'est-ce que peut l'archéologue et l'historien face à cette offensive? Il y a une offensive globale, idéologique globale dans notre pays de l'extrême droite, puisque le candidat de l'extrême droite a fait quand même près d'un tiers des électeurs qui sont allés voter aux dernières élections présidentielles, et que la droite conservatrice est poreuse vis-à-vis d'une partie de ses idées. Donc ça, c'est global. Et comme effectivement l'histoire et l'archéologie sont des enjeux par rapport des enjeux imaginaires, mais sont des enjeux par rapport à ça, c'est très manifeste dans des publications, pour ne pas les nommer, comme Valeurs Actuelles, comme le Figaro, qui a fondé une revue qui s'appelle Figaro Histoire. Il y a tous les sites internet dont je parlais. Il y a régulièrement, en général, à chaque rentrée scolaire, il y a une offensive contre les manuels scolaires qui seraient censés occulter nos grandes figures, Clovis, Louis XIV, Napoléon, au profit d'une vision complètement anti-française, etc. J'ai participé au livre collectif de l'historien Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, qui s'appelle l'Histoire mondiale de la France, qui montre que l'histoire de la France, depuis les origines, c'est pas un territoire hexagonal coupé du reste du monde, donc c'était des banalités, mais ça a déchaîné des attaques extrêmement violentes de la part de l'extrême droite et de la droite. Donc effectivement, il y a quelque chose, il y a une atmosphère autour de ça, pas du tout dans le milieu archéologique, qui est assez paisible vis-à-vis de ça, mais sinon autour, il y a effectivement des offensives fortes de détournement, de récupération de l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je suis enseignant, j'ai appris et enseigné que la pédagogie, c'était d'abord la répétition, donc on ne peut que répéter et effectivement pas seulement s'enfermer dans notre discipline. J'écris aussi des articles très pointus sur le néolithique moyen des Balkans dans la basse Strouma occidentale, qui sont lus par 10 personnes dont 8 ne sont pas d'accord. Donc je peux faire effectivement des choses pointues comme tout le monde. Il faut faire de l'archéologie pointue, sinon effectivement on est autre chose, on fait du journalisme, etc. Donc je peux faire ça, mais on a effectivement, dans la mesure où on est payé avec l'argent des contribuables, on a un devoir d'explication. Donc c'est ce que j'essaie régulièrement de faire. J'essaie d'alterner des choses plus pointues, plus confidentielles, éventuellement, et puis de ce qu'on appelle d'un vilain mot de vulgarisation, effectivement, qui dit bien aussi par ce terme que pendant longtemps, pour les scientifiques, c'était pas bien de s'adresser aux vrais gens. Il fallait rester entre soi dans sa tour d'ivoire. Donc, il faut dire plutôt popularisation, diffusion, etc. Mais en tout cas, on a effectivement un rôle important à jouer, d'autant qu'il y a un vrai retard en France, de même qu'il y a eu longtemps un retard de l'archéologie préventive sur le sol métropolitain, parce que l'archéologie, justement, c'était l'archéologie des Gaulois et donc des vaincus.
sans compter que les Romains vainqueurs ont été vaincus par les Francs, puisqu'on s'appelle la France et que je parle français, mais qu'en plus les Francs eux-mêmes ont été vaincus puisqu'ils ont disparu sans laisser de traces, puisque le français que je suis en train de parler, comme vous savez, c'est pas une langue germanique, comme la langue que parlaient les Francs, mais c'est une langue romane. Et donc, non seulement, effectivement, l'archéologie, pendant longtemps, elle a été faite uniquement par des amateurs enthousiastes avec leur argent. Et la vraie archéologie, elle a été faite en Orient, en Grèce et en Italie. Mais en plus, eh bien, elle était très peu diffusée. Comme je le disais, musée du Louvre, il n'y a rien sur l'archéologie métropolitaine, et même encore maintenant, il n'y a pas de grande émission régulière d'archéologie à la télévision, comme il pouvait y avoir Thalassa comme émission sur la mer, alors que de telles émissions existent dans d'autres pays, dans les pays scandinaves, au Japon, en Angleterre. Et quand je présidais l'INRAP, on a essayé très régulièrement de contacter les chaînes de télévision pour justement avoir ces émissions. Eh bien, on s'est toujours heurté. J'ai fait des tas de réunions de ce genre. On s'est toujours heurté à la fin à la paresse des gens qui font des programmes de télé, qui vont préférer les talk shows et les jeux par paresse intellectuelle et d'une certaine manière aussi pour renvoyer au public une espèce de mépris qu'ils peuvent avoir du public en question. Alors de temps en temps, ils passent de bonnes émissions d'archéologie à la télévision, mais c'est totalement erratique. C'est des initiatives individuelles. Il y en a beaucoup plus qu'avant, effectivement, parce que ça reflète une demande, mais il n'y a toujours pas d'émissions régulières, sinon hebdomadaires, au moins mensuelles, comme ça peut exister ailleurs. Alors avant d'évoquer la deuxième lame de fond qui menace l'archéologie, une brève question. Vous-même, vous n'êtes pas très tendre non plus avec les programmes scolaires et les manuels. Vous leur faites un certain nombre de reproches. Alors lesquels, pourquoi et qu'est-ce que ces partis pris de manuels révèlent ? La préhistoire, enfin la préhistoire jusqu'aux Gaulois compris, elle a été un certain temps expulsée complètement de l'enseignement secondaire. On en parlait un peu en primaire. Les jeunes enfants, justement, ils aiment beaucoup les hommes préhistoriques, voire les dinosaures, même si c'était pas contemporain, comme vous le savez, etc. Donc ça allait bien, mais c'était quand même par rapport à leurs propres ressources à ce moment-là, de leur développement. Mais ensuite, l'arrêté fixant les programmes d'histoire de 2008 disait on a évoqué tout ça en classe primaire, on n'y reviendra pas et on commencera avec les grandes civilisations. Donc avec de nouveau l'Orient, la Grèce et Rome, et on commence l'histoire de France avec la Gaule romaine. Alors je pense que ça trahit effectivement des espèces d'a priori, c'est-à-dire que la civilisation humaine, elle commence avec ce qu'on appelle les grandes civilisations, c'est-à-dire plus concrètement avec les États, les rois, les grandes religions, les armées, l'écriture, et qu'avant, ça n'existe pas. Alors précisément, un des problèmes sur lesquels nous travaillons et sur lesquels je travaille moi en particulier, c'est comment tout ça est arrivé. C'est pas arrivé comme ça, justement. Il s'est passé quelque chose avant. Il s'est passé, même si on remonte pas aux premières formes humaines il y a 7 millions d'années, si on remonte seulement à Homo sapiens, c'est quand même déjà 300 000 ans, et Homo sapiens en Europe, c'est quand même déjà 40 000 ans. Et l'agriculture, c'est quand même il y a 10-12 000 ans. Donc on peut se poser tout un certain nombre de problèmes. Pourquoi l'agriculture ? Pourquoi apparaît des sociétés inégalitaires et pourquoi finalement apparaît l'État et ce qu'on va appeler les États et ce qu'on va appeler les grandes civilisations. C'est des vraies questions.
et qui peuvent se poser de manière diverse à différents niveaux de l'enseignement secondaire des collèges et des lycées, y compris jusqu'en philo, sur justement l'inégalité est-elle naturelle, la violence est-elle naturelle. C'est des choses sur lesquelles il n'y a que l'archéologie qui peut répondre, puisque c'est la seule à avoir une profondeur de temps. Donc je pense pas que c'est un complot, mais je pense que c'est effectivement une espèce de pesanteur archéologique de pas du tout se poser toute cette partie de l'histoire humaine qui est quand même fondamentale. C'est pour ça que j'ai appelé un de mes derniers livres Les 10 millénaires oubliés qui ont fait l'histoire, sous-titre quand on inventa l'agriculture, les chefs et la guerre, parce que c'est effectivement la plupart de ce qui a bouleversé l'histoire de l'humanité, ça apparaît pendant cette période qu'on n'étudie pas. Alors ça a été... on m'a dit que j'avais fait partie des gens qui avaient contribué à changer. Ça a en partie changé depuis 2016, où de nouveau c'est réintroduit dans ce qu'on appelle le cycle 3, qui associe la fin du collège, et la fin de l'école primaire et le début du collège. Et j'ai eu l'occasion et le plaisir justement de débattre à Blois chaque année. Les rendez-vous de l'histoire de Blois, ça réunit plein de gens qui s'intéressent à l'histoire, et en particulier des enseignants du primaire et du secondaire. Donc j'ai eu l'occasion de faire des tables rondes pour réfléchir avec eux justement comment on réintroduit de nouveau ceci. Mais ça reste quand même une part extrêmement mineure de l'enseignement de l'histoire. Alors certes, mes collègues du secondaire disent d'accord, on peut réintroduire ça, mais dans ce cas-là, les programmes sont chargés, donc dites-nous ce qu'on supprime. Je suis sûr que si on regardait le détail de l'histoire des derniers siècles, il y a des choses qui sont peut-être pas si fondamentales que ça à apprendre, mais bon, c'est une autre question. Donc effectivement, il y a un vrai problème, mais qui est un peu qui a à voir avec ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire une espèce de refoulée nationale sur les périodes anciennes de l'histoire du pays que nous habitons. Vous consacrez toute une partie de votre livre aux 20 dernières années et aux aventures et mésaventures qu'a connues l'archéologie préventive, aventures et mésaventures législatives, politiques, médiatiques, de manière très précise, très détaillée, très fouillée. Donc la loi, c'est 2001, en tout cas le premier texte de loi. Quelle était la situation avant? Pourquoi c'était devenu tellement urgent de mettre en place une architecture législative, juridique et d'aboutir à la création de l'INRAP? Tous les pays civilisés d'Europe avaient une législation depuis très longtemps. Quand en 1913, on a fait la loi sur les monuments historiques, il devait y avoir un volet archéologique. Mais à l'époque, comme sur les territoires français, comme je disais tout à l'heure, c'était essentiellement des sociétés savantes réunissant des bénévoles, donc plutôt en général des petits notables, des rentiers, des médecins, des ecclésiastiques, des hommes de loi, des instituteurs, etc. Donc on avait ces sociétés savantes, et cette loi aurait imposé, comme dans les autres pays, une autorisation pour fouiller. Et donc toutes les sociétés savantes de France et de Navarre se sont levées comme un seul homme pour empêcher qu'il y ait une législation. Alors ça a recommencé sous le Front populaire en s'inspirant des lois d'Italie et de Grèce, et puis entre-temps l'occupation est arrivée, et finalement il y a une loi dite de 41, c'est pas vraiment une loi, c'est un décret puisqu'il n'y avait plus de parlement, mais en même temps l'avantage, si j'ose dire, c'est qu'il n'y avait plus de discussion non plus,
Donc en 41 est établie la loi dite 41, mais qui va être validée en 1945, parce que certaines lois vont être validées, qui dit on ne peut pas nul ne peut faire de fouilles archéologiques sur un terrain ou un terrain appartenant à autrui sans autorisation. Donc à partir de ce moment-là, il va y avoir une autorisation, mais c'est assez tardive, et c'est seulement à partir des années 60 du ministère Malraux qu'il va vraiment y avoir un début de vraie administration du ministère de la Culture. Il n'y avait pas de ministère de la Culture avant, c'était l'éducation et les beaux-arts. Enfin, donc c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à y avoir une politique culturelle en France, des maisons de la culture, etc. Et donc il commence à y avoir dans les régions des services dépendants du ministère de la Culture, et ça va donner ce que vous connaissez sans doute, ce qu'on appelle les DRAC, les directions régionales des affaires culturelles, qui ont un certain nombre de services, dont des services un service de l'archéologie, service régional de l'archéologie, comme on dit. Mais jusque-là, c'était la seule législation. Il était aussi dit qu'on n'avait pas le droit de détruire de sites archéologiques. Mais c'est tout ce qui était dit. Donc si on tombait sur un site archéologique dans les années... comme je vous l'ai dit, dans les années 50-60, il était détruit dans la joie et la bonne humeur, ça n'intéressait personne. À partir des années 80, ça commence à intéresser, sans doute aussi parce que c'est le début de la crise économique, la montée du chômage. Il y avait 50 000 chômeurs en France en 1967. Donc on s'intéresse plus au passé, on commence à parler de scandales archéologiques dans telle ou telle ville. Et donc on se trouve face à des problèmes dans les années 80-90 où un aménageur va tomber sur un site archéologique. Mes collègues des services du ministère de la Culture vont lui dire « Halte là, monsieur l'aménageur, il y a un site archéologique ». Donc l'aménageur disait « Bon, très bien, fouillez-le et j'aménage ». Les services disaient en toute bonne foi « Oui, mais on n'a pas d'argent ». Et l'aménageur disait dans ce cas-là, je vous paye votre fouille, mais dépêchez-vous. Ça commençait à se passer sur l'autoroute, sur les autoroutes, sur le métro de Lyon en particulier. Mais il n'y avait aucune légalité dans cette obligation. Donc il y avait aussi des aménageurs qui parlaient d'une certaine façon, à juste titre, de raquettes. Il y avait même des aménageurs plus pervers, comme la ville de Toulouse, qui payaient, puis qui ensuite attaquaient l'État en disant « Mais au fond, on m'a raquetté, c'était illégal », et qui, dans certains cas, gagnaient. Donc on était dans une espèce de vide comme ça, avec un intérêt montant de la société française pour l'archéologie, mais rien en face, aucun cadre législatif. Mais néanmoins, comme les aménageurs s'étaient habitués à payer de plus en plus, et en général, les archéologues faisaient pression uniquement sur les gros aménageurs. Parce que sur une autoroute, à peu près, le coût de l'archéologie, c'est 1 à 2% du coût total des travaux sur une autoroute. Donc dites-vous bien, quand vous payez votre ticket d'autoroute, si vous payez 10 €, en gros, il y a 10 centimes qui sont la compensation pour le pauvre aménageur, la société Vinci au hasard, de ce que lui a coûté l'archéologie. C'est ma seule consolation, effectivement, quand je paie 10 € sur l'autoroute, ou même chose sur les lignes de TGV. Donc, les aménageurs payaient quand même de plus en plus. Et ils répercutaient sur le client, c'est-à-dire nous, et en même temps, ils pouvaient même se donner une image d'amis de l'archéologie dans leur stratégie de communication. Donc les crédits augmentaient, donc on employait de plus en plus d'archéologues qui étaient employés par le ministère de la Culture via une association relais qui s'appelait l'Association pour les fouilles archéologiques nationales, l'AFAN, mais avec un statut extrêmement bizarre, aussi bien pour l'argent apporté par les aménageurs que le statut de cette espèce d'association loi 1901, qui était la deuxième plus grosse association en France, puisque
à la fin des années 90, ça atteignait à peu près 1 millier de personnes. Donc il y avait régulièrement des pétitions, des manifestations, des occupations du ministère, etc., pour essayer d'assainir cette question. Donc en 98, il y a eu finalement il y a eu un groupe d'experts auquel j'appartenais qui a fait mandaté par le ministère de la Culture pour essayer d'en sortir. Et donc on a fait l'avant-projet de loi qui a été finalement qui a mis 3-4 ans pour aboutir, qui a abouti en janvier 2001, la loi du 17 janvier 2001 sur l'archéologie préventive, et qui dit deux choses. D'une part, les aménageurs payent le prix des fouilles, avec effectivement certaines conditions. Si c'est dans votre jardin en tant que personne privée, là c'est l'État qui prend en charge. Et deuxièmement, on crée ce qui va être l'INRAP, c'est-à-dire on crée un institut national qui est chargé de faire toutes ces grandes fouilles préventives. Alors entre-temps, il y avait eu aussi un autre fait positif, c'est-à-dire que le Conseil de l'Europe, c'est pas l'Union européenne, le Conseil de l'Europe qui siège à Strasbourg, il regroupe tous les pays d'Europe, les 48 à peu près, en comptant tout le monde, Monaco, le Vatican, Saint-Marin, etc. Donc les 48 pays du Conseil de l'Europe, de temps en temps, donnent des avis, font des conventions, etc. Et donc il y a une convention dite de Malte qui a été signée en 1992 sur l'archéologie préventive et qui fait obligation aux pays de faire de l'archéologie préventive. Parce que un pays pourrait se dire, finalement, l'archéologie préventive, ça ne m'intéresse pas, mieux les vivants que les morts, comme j'ai entendu régulièrement de la part d'élus locaux éminents, donc j'en fais pas. Donc, à partir du moment où on a signé et ratifié cette convention, on est de toute façon obligé. Mais la convention est extrêmement vague. Elle ne dit pas comment vous allez faire, de quelle manière, etc. Mais donc, c'est comme ça que, en tout cas, ça appuyait, c'était un appui juridique pour déboucher sur cette loi du 17 janvier 2001. Donc c'est pour ça qu'effectivement, ça a pris beaucoup de temps, ça a demandé la conjonction. En fait, en 98, il y avait la conjonction de 3 éléments, c'est-à-dire une pression de l'opinion de plus en plus forte, y compris des archéologues avec des manifestations, des pétitions, etc. Deuxièmement, il y avait un gouvernement qui était plutôt ouvert. C'était Catherine Trottmann, à l'époque, qui était ministre de la Culture, Lionel Jospin, Premier ministre, et Jacques Chirac, qui était président de la République, mais c'est un des rares présidents de la République qui s'est, à ma connaissance, le plus intéressé à l'archéologie. Donc, il y avait ça, ce deuxième point. Et le troisième point, c'est qu'on a pu, en travaillant dans ce groupe, notamment avec un juriste, un membre du Conseil d'État, Bernard Pêcheur, trouver le biais législatif s'appuyant, y compris sur les jurisprudences de l'Union européenne, pour construire quelque chose qui tienne la route. Donc c'est sur ces 3 éléments que cette loi a débouché pour être ensuite remise en cause pas longtemps après. Oui, c'est ça, parce que vous n'étiez pas au bout de vos peines, parce que conformément à cette forme de privatisation généralisée de toute activité collective qui semble prévaloir désormais, l'archéologie elle-même s'est très rapidement retrouvée dès 2003, c'est ça, par un nouveau texte de loi soumise à ce principe d'ouverture à une concurrence prétendument non faussée, mais pas tout à fait honnête. Oui, parce que effectivement, la loi date de janvier 2001. Ensuite, il fallait construire l'INRAP, c'est-à-dire construire un établissement public qui reprenait les effectifs de l'ancienne association, mais il fallait construire un établissement public de recherche, donc ça a pris un an de plus. Donc l'INRAP a été créé le 1er février 2002, et en mai 2002, il y a eu un changement de majorité
de majorité parlementaire, avec la réélection de Jacques Chirac et la fin de la cohabitation. Et en même temps, à partir de 2001 et des débuts de 2002, c'était la loi. Donc la loi commençait à s'étendre partout. Jusque-là, effectivement, c'était de dures négociations entre les archéologues du ministère de la Culture et les aménageurs pour obtenir qu'ils payent. Maintenant, c'était obligatoire. Et donc, dans des tas de régions, certains aménageurs, notamment des élus locaux, ont découvert cette obligation de payer pour des fouilles archéologiques auxquelles ils n'étaient pas du tout habitués et qui, comme j'ai dit abondamment, n'étaient pas du tout dans la culture française. L'archéologie, effectivement, c'est les mêmes personnes qui vont adorer aller au Machu Picchu, à Angkor ou aux pyramides, mais qui considèrent que c'est scandaleux de vouloir leur faire payer de l'argent pour quelques malheureux morceaux de poterie, ou qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour faire un énième rond-point, puisqu'il y a autant de ronds-points en France que dans le reste de l'Europe, qui vont dépenser aussi de l'argent pour faire un très joli monument au milieu du rond-point, qui souvent d'ailleurs est une référence à l'histoire et au patrimoine, mais vont hurler exactement les mêmes si on leur dit « Ah oui, mais sous votre rond-point, monsieur le député maire, il y a un site archéologique et ça va vous coûter tant ». D'où la discussion que j'ai évoquée tout à l'heure. Moi, monsieur l'archéologue, je m'occupe des vivants et vous des morts, et donc il faut lui répondre très poliment, bien sûr, monsieur le député maire, mais il se pourrait que vous ne soyez pas vivant indéfiniment, mais en revanche, vous êtes en train de détruire définitivement le patrimoine archéologique de tous les futurs vivants à venir, et espérons qu'il y en ait encore beaucoup. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, est très fréquent. J'ai passé... c'est des discussions courtoises, mais il y a eu des choses beaucoup plus houleuses dans des commissions parlementaires il y a quelque temps. Et comme je suis d'un naturel rancunier, j'ai de temps à autre fait des citations de ces hommes politiques que vous pourrez retrouver, sinon sur le site internet de l'Assemblée nationale, du moins dans certaines de mes œuvres. Donc vu ce changement de majorité, un certain nombre d'élus, à ce moment-là, de la nouvelle majorité de droite de 2002, ont fait une espèce d'assimilation entre cette loi et le gouvernement précédent. Alors que je prétends néanmoins que l'archéologie n'est ni de droite ni de gauche. Si elle était quelque chose, elle serait plutôt de droite. Après tout, c'est la mémoire, l'identité, etc. Donc, il y a eu un mouvement de fond et donc une remise en cause par les sénateurs et les députés de la loi de 2001. Et ça aboutit à cette transformation, cette loi dite de 2003 qui considère, les parlementaires se sont dit mais pour se débarrasser de l'INRAP, on va ouvrir ça à la concurrence, on va faire un marché. Et effectivement, ce que j'ai pu observer, le ministère de la Culture à l'époque, c'était Jean-Jacques Ayagon, il était visiblement un peu dépassé. Le président de la République, comme je vous l'ai dit, qui s'intéressait à l'archéologie, était au courant, il a laissé faire, mais je pense que ça a pu contribuer à arriver un peu à une solution, un peu à une cote mal taillée. Et puis pendant 6 mois, il y a eu sans arrêt des manifestations, occupations de locaux, de Notre-Dame, archéologues sautant dans la Seine. Le pauvre Jean-Jacques Ayagon ne pouvait pas aller quelque part sans trouver 30 archéologues en train de hurler. Donc il y a eu espèce de compromis où effectivement l'INRA presque la pièce maîtresse du dispositif, mais
il y a concurrence. Alors, il n'y a pas concurrence pour la première phase, c'est-à-dire ce qu'on appelle les diagnostics. Donc, pour rentrer un tout petit peu dans la mécanique, comme je vous ai dit, vous avez vos 500 km² bétonnés tous les ans. Là-dessus, tous les dossiers arrivent au service de l'archéologie du ministère de la Culture en région. Ça s'appelle services régionaux de l'archéologie, mais c'est des services du ministère et pas de la région. Les collectivités locales peuvent avoir leurs propres services, les villes, les communautés d'agglo, les départements. Mais ça, c'est autre chose. Donc ça arrive, les dossiers d'aménagement arrivent, et sur ces dossiers d'aménagement, comme je vous l'ai dit, il y a à peu près 20% sur lesquels les services du ministère de la Culture vont demander à ce qu'on fasse des diagnostics, c'est-à-dire qu'on fasse des sondages à l'appel mécanique en général pour voir s'il y a un site archéologique ou pas. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de sites archéologiques. Il y a entre 5 et 10 millions de sites archéologiques en France, si on extrapole d'après les zones très bien connues. Et si vous avez un carré de 200 mètres sur 200 mètres, vous êtes sûr qu'il y a un site archéologique à l'intérieur. Donc, il demande à ce qu'il y ait des diagnostics. Et là, ces diagnostics, effectivement, ne peuvent être faits que par l'INRAP ou que par des services municipaux ou départementaux, c'est-à-dire des services publics. Pourquoi ? Parce qu'on a réussi à leur expliquer que si c'était des entreprises privées qui faisaient des diagnostics, et c'est des cas bien connus aux États-Unis, où vous aurez des entreprises qui seront spécialisées dans le fait de jamais rien trouver, ce qui évidemment arrange beaucoup les aménageurs. Donc on a obtenu au moins ce point-là. Mais ensuite, c'est là que les choses se gâtent. Si les services du ministère de la Culture décident qu'il faut qu'il y ait une fouille, parce que les sondages, les diagnostics préliminaires, soit ils trouvent rien du tout, donc tant mieux, soit ils trouvent quelque chose de tellement important qu'il faut le garder. Ça arrive 2-3 fois par an. En général, c'est au centre des villes, c'est des monuments romains ou médiévaux. S'il y a quelque chose, mais pas très important, on l'enregistre et on s'arrête là. Et enfin, quatrième possibilité, il y a quelque chose d'important, mais qui mérite quand même pas d'être gardé, ou on peut pas les garder parce que c'est sur le tracé de l'autoroute et on peut pas faire une boucle. Donc là, on va le fouiller. Et donc, ces fouilles, il y a à peu près 2000 opérations de diagnostic par an, donc sur ces 20%, comme je vous ai dit. Il va y avoir à peu près 400 ou 500 fouilles proprement dites sur des sites archéologiques, ce qui va représenter à peu près 20% de 20%, donc à peu près 4% des surfaces bétonnées font l'objet de véritables fouilles archéologiques. Et là, s'il y a fouilles archéologiques, l'aménageur met en concurrence. Il met en concurrence l'INRAP, des services archéologiques de collectivités et des entreprises privées d'archéologie, et qui doivent néanmoins avoir un vague agrément préalable de la part du ministère de la Culture. Et c'est l'aménageur qui choisit. Ensuite, même s'il y a un petit droit de regard des services du ministère de la Culture. Alors, ça a été mis en place à partir de fin 2003. Au début, il ne s'est pas passé grand-chose, jusque vers 2007-2008. Et puis, petit à petit, des entreprises privées d'archéologie ont commencé à se développer. Au début, ils se contentaient de proposer des prix à peu près 20% au-dessous de l'INRAP. Et puis après, il y en est arrivé d'autres beaucoup plus agressives, une qui s'appelle EVA notamment, pour ne pas la nommer. Mais comme je la nomme dans mon livre, c'est de notoriété publique, qui essaie pour proposer des prix à 50% ou 100% moins cher que le coût normal d'une fouille archéologique. Alors, ils ont tellement cassé les prix qu'ils ont fait, à un moment, ils étaient en redressement judiciaire il y a 2 ans, mais que le ministère Bercy leur a sauvé la mise, parce que Bercy aime bien la concurrence. Alors, pourquoi c'est absurde ? Parce que si vous voulez,
moi, je suis pour la concurrence quand je vais acheter ma voiture ou mon ordinateur. Je vais essayer de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Et chacun d'entre nous fait la même chose. Mais l'aménageur qui construit son autoroute, sa zone industrielle ou son parking souterrain, il ne veut pas acheter la meilleure archéologie possible. Il ne veut pas que ce soit effectivement les meilleurs archéologues qui vont avoir les meilleurs résultats sur son site, dont il va donc être légitimement très fier. Il veut juste qu'on lui nettoie son terrain, purger, comme on dit élégamment, le plus rapidement et le moins cher. Donc c'est un détournement complet, absurde, mais idéologique de la notion de concurrence. Donc actuellement, on en est là, effectivement, en termes de part de marché, comme on dit. L'INRAP fait à peu près la moitié des fouilles. Les collectivités locales font entre 20 et 25%. Et les entreprises privées, il y en a une dizaine à peu près, font le reste, donc entre 25 et 30%. Mais ça a obligé les collectivités locales et l'INRAP à baisser les prix. Qu'est-ce que ça veut dire, baisser les prix? Ça veut dire qu'il y a moins de temps, il y a moins de moyens et que donc les archéologues sont complètement ont le couteau sous la gorge, y compris ceux des boîtes privées d'ailleurs, parce que dans les boîtes, le problème n'est pas les archéologues des boîtes privées, parce que j'ai un certain nombre d'étudiants qui travaillent dans les entreprises privées parce qu'ils n'ont pas trouvé, ils ont envie de faire de l'archéologie, il y a pas de place ailleurs, mais on leur dit il faut faire vite, il faut pas perdre de temps, on peut pas mettre tant de moyens, etc. Donc depuis maintenant une dizaine d'années, les conditions, aussi bien la qualité scientifique que la qualité des conditions de travail des archéologues de terrain s'est beaucoup dégradée. Alors bien sûr, tout le monde s'en est aperçu. Donc régulièrement, il y a eu des rapports. Quand la ministre Aurélie Filippetti est arrivée en 2012, elle a dit il faut changer les choses. Et les gens du ministère de la Culture, les hauts fonctionnaires, qui étaient plutôt pour la concurrence, parce que en fait, ils avaient mal vécu l'existence de l'INRAP avant, c'est eux qui décidaient. Là, ils avaient un institut avec 2000 personnes, eux, ils étaient 100 ou 200, et ils vivaient ça mal. Donc, faire jouer la concurrence, justement, pour eux, ça leur allait bien. En plus, des archéologues plus jeunes de ces boîtes privées étaient forcément plus malléables que ceux de l'INRAP, qui avaient beaucoup plus d'expérience. Donc, les hauts fonctionnaires du ministère de la Culture ont dit, bien sûr, Madame la Ministre, et donc on va faire une commission. Donc, ils ont fait une commission où ils ont mis 30 personnes qui se réunissaient néanmoins que 2 jours par mois et le tout pendant 6 mois. Donc, ça a donné quelque chose de complètement informe et finalement, il ne s'est rien passé. De toute façon, la ministre est partie. Il y a eu régulièrement d'autres rapports parlementaires, parce que c'est une des spécialités de l'archéologie préventive, sans doute de la France aussi, puisque, comme disait Clémenceau, si vous voulez noyer un problème, vous nommez une commission. Donc il y a eu au moins une quarantaine de rapports sur l'archéologie. Depuis, le premier était le rapport de l'américaniste Jacques Soustelle en 1976, avec Giscard d'Estaing, président de la République, et Jacques Chirac, Premier ministre. Donc ça a été le premier qu'on connaisse, et on a une liste difficile à tenir, mais avec au moins une quarantaine de rapports. Donc il y a eu ensuite d'autres rapports qui ont été faits, aussi bien d'ailleurs par des parlementaires de gauche que de droite. Il y a des parlementaires de droite, avec notamment l'ancien sportif Jean-François Lamour, qui a fait un rapport très critique justement sur l'état de la concurrence. Mais à chaque fois, il ne s'est rien passé. Alors, il a fallu avoir une loi en 2016 qui a eu un seul point positif, c'est la loi dite création architecture patrimoine, CAP, en 2016, qui au moins a eu un point positif, c'est qu'elle a fait des découvertes archéologiques une propriété publique, puisque dans
beaucoup de pays d'Europe, l'Italie, la Grèce, tous les pays d'Europe centrale et orientale, les découvertes archéologiques appartiennent à l'État, c'est-à-dire à nous. Mais il y a des pays comme l'Angleterre où au contraire c'est le propriétaire du terrain et le découvreur. Et d'ailleurs quand la loi de 41 dont je parlais tout à l'heure a été préparée, elle a été préparée sur le modèle de l'Italie et donc elle prévoyait la propriété publique des découvertes archéologiques. Et on a le manuscrit, enfin un tapuscrit dactylographié de la loi, avec en marge ce paragraphe-là rayé et en marge à revoir dans un sens plus libéral, soit de la main du ministre de l'époque, Jérôme Carcopino, soit de la main du maréchal soi-même. Donc ça avait été une régression. Enfin, si on peut se demander si cette loi de 41 est vichiste, ou vichysoise, c'est l'aspect vichysois de la loi. Donc on a traîné ça jusqu'en 2016 et au moins en 2016, depuis 2016, les découvertes archéologiques deviennent propriété publique, mais comme une loi ne peut pas être rétroactive, c'est uniquement à partir du terrain, du moment où la parcelle de terrain va changer de main, c'est-à-dire à partir du moment où elle est vendue ou à partir du moment où vous en héritez, où le propriétaire change, à ce moment-là, la loi de 2016 s'applique. Donc il va falloir encore une génération pour que petit à petit le matériel archéologique soit propriété publique. Mais à part ça, il n'y a rien eu de changé. Donc il y a eu des tas de propositions en disant mais ça ne va pas, cette idée de la concurrence commerciale ne marche pas, etc. Mais on en est toujours là. Donc ce n'est pas du tout une bonne chose. Certes, les fouilles se font, certes, on peut toujours trouver des choses, certes, vous pouvez toujours faire un rapport de fouille, mais dans des cas où on a pu vérifier ce qu'avaient fait certaines entreprises privées, pas toutes bien sûr, mais certaines entreprises privées, on est tombé sur des fois où effectivement ils avaient volontairement descendu à la pelle mécanique beaucoup plus bas que nécessaire pour avoir beaucoup moins à fouiller et que ça leur coûte beaucoup moins cher, ou laisser une partie du chantier non fouillée, y compris avec des mosaïques qui traînaient. Parce que certes, les employés, les agents du ministère de la Culture, donc au sein des DRAC, ces services régionaux de l'archéologie, sont censés le surveiller, mais c'est un agent en moyenne et au mieux par département, et il y en a de moins en moins. Donc ils n'ont absolument pas les moyens de vérifier comment se passent les choses. Donc effectivement, je suis mais je ne suis pas le seul, et mes collègues, on est très remontés contre cette situation qui contraste effectivement, qui est en opposition avec l'intérêt et la passion du public pour l'archéologie. Et il ne faut pas se cacher que les choses sont... La situation n'est pas bonne du tout, même si ça ne se voit pas beaucoup. Effectivement, j'ai aussi voulu faire œuvre d'historien, donc c'est assez détaillé la dernière partie du livre, mais en même temps ça m'a paru assez intéressant aussi, même au-delà de l'archéologie, pour montrer comment cette idéologie de la concurrence, qui est quand même pas innocente, parce que en gros c'est quand même le fait que on n'est plus des communautés de citoyens, mais on est juste un groupement d'individus qui sont tous en lutte les uns contre les autres pour quoi que ce soit. Et c'est la négation, effectivement, du fait de vivre ensemble et d'être une collectivité, une communauté de citoyens. Nous avons atteint l'heure de discussion. Jean-Paul Demoule, je vous propose d'ouvrir la discussion avec le public. Il y a un micro au moins, voire deux. Oui, il y en a deux qui vous cernent de part et d'autre de la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Levez la main. Très bien, merci. Bonsoir. Juste une question par rapport à ce que vous développez sur
l'archéologie préventive, c'est quelle part du travail dans l'archéologie de manière générale qui est fait en France, qui est fait par la préventive? J'imagine qu'on voit bien qu'avec les routes et les trains, etc., il y a énormément de travail en préventif. Mais je suppose qu'il y a plein d'autres chantiers aussi. Qu'est-ce que ça représente à peu près comme... Ça représente entre 90 et 95% des fouilles qui sont faites. Pourquoi ? Parce que là, il y a de l'argent, c'est l'argent de l'aménagement du BTP. Hein, on pourrait chiffrer tout confondu, salaire compris, l'archéologie préventive, ça représenterait en budget à peu près donc salaire compris, entre 200 et 250 millions d'euros par an. Hein, c'est-à-dire 2-3 euros par an et par Français. Le reste, c'est ce qu'on appelle l'archéologie programmée. Donc, c'est des chantiers qui sont financés à ce moment-là par le ministère de la Culture, qui a de moins en moins d'argent, ou par certaines collectivités territoriales qui s'intéressent à tel ou tel site. Donc, il y a beaucoup moins d'argent. Alors, il y a même des pays comme la Hollande qui n'autorise que des fouilles préventives parce qu'elle considère que c'est ça l'urgence et que le reste, si un site archéologique même important n'est menacé par rien, il pourra toujours attendre. D'autant qu'on apprend, comme on l'apprend aux étudiants de première année, une fouille c'est d'abord une destruction parce que certes on va faire des photos, des dessins, ramasser des objets, mais il y a des tas de choses qu'on ne savait pas il y a 50 ans et qu'on sait maintenant, comme les pollen, l'ADN, les traces chimiques, etc. Donc, c'est même limité. Mais sinon, les fouilles programmées en France, c'est donc très peu. Alors, c'est nécessaire parce qu'effectivement, c'est des fouilles où on a le temps. On peut prendre le temps, donc on peut mettre au point des nouvelles méthodes, on peut le faire en même temps en aménageant des sites qui ensuite vont pouvoir être visités, mais c'est effectivement très peu. Oui, bonsoir, moi je vais vous ramener au début du 19e siècle. Je suis allé à l'école primaire, là, comme beaucoup d'entre nous. On a entendu parler de Champollion, des campagnes d'Égypte. On a rapporté beaucoup de belles choses, je pense. Et l'école d'Athènes. Alors, pourquoi ça s'est arrêté ? Je ne dis pas que c'était bien, mais enfin, ça a existé, on va dire, hein, d'accord ? Donc, comme vous l'avez dit, la Révolution française et la République a fondé un peu la nouvelle archéologie, enfin l'archéologie pour se construire une histoire. Comment se fait-il qu'on ait perdu en cours de route ? Moi, je connais le nom de Champollion, de Vivant-Denon, je ne sais pas qui sont sans doute vos ancêtres professionnels, en tout cas. Non, on ne les a pas du tout perdus parce que si on prend que la France, il y a à peu près une douzaine d'instituts français à l'étranger qui font des fouilles archéologiques. Chaque année, il y a à peu près 130 missions archéologiques françaises à l'étranger, dans plein de pays. Moi-même, j'ai fouillé en Grèce, en Bulgarie, à chaque fois sur du néolithique, évidemment. Mais donc, il y a toute cette part là, dont je parle aussi d'ailleurs dans mon livre, qui pose aussi également d'autres problèmes de la manipulation et de l'utilisation de l'archéologie par les différents pouvoirs politiques. Par exemple, en Grèce, c'est une question très sensible, puisque ils estiment les Anglais leur ont volé les marbres du Parthénon, donc ils sont toujours très, très sensibles aux fouilles archéologiques. Dans les pays islamiques, vous pouvez faire ce que vous voulez, sauf si vous tombez sur des tombes islamiques. Si elles sont pré-islamiques, il n'y a pas de problème. Enfin, il y a comme ça beaucoup d'imbrication entre l'archéologie et la politique et la géopolitique, mais en tout cas, il y a toute une archéologie française à l'étranger qui est plutôt prospère. Cette culture existe en France, donc, mais pas sur le territoire national. C'est comme, vous l'avez dit, le musée qui est à Saint-Germain-en-Laye et pas dans la capitale. C'est un peu ça.
Non, justement, c'est au Louvre. Enfin, toute cette archéologie-là à l'étranger, elle est au musée du Louvre. Sinon, Champollion, il est né à Figeac, donc vous avez un musée Champollion à Figeac. Et après, il vivait à Grenoble, donc on en parle à Grenoble. Donc, il y a effectivement une archéologie à l'étranger. Avant, elle était beaucoup plus riche, justement, parce que l'archéologie métropolitaine était complètement démunie, comme je vous l'ai dit, fait essentiellement par des amateurs qui en grande partie fouillaient à leurs frais jusqu'à la fin des années 70. Donc maintenant, effectivement, il y a eu une explosion. Le retard, du moins, a été rattrapé. C'est-à-dire que la France s'est mise au niveau des autres pays européens, mais ça n'empêche pas qu'il y a toute cette archéologie française à l'étranger. Simplement, on essaie aussi, mes collègues qui fouillent à l'étranger, on essaie aussi de faire que ce soit plus des fouilles qui étaient entre guillemets coloniales, puisque en Grèce justement, chaque grand pays a des concessions à perpétuité. Par exemple, où ils fouillent les Français ont Délos, Delphes, Thasos, Malia en Crète, et chaque année ils vont donc fouiller quelques mètres carrés supplémentaires. Les Allemands au Olympie, les Suisses ont quelque chose en Eubée, etc. Donc il y avait un côté très, très colonial, hein. Même jusque dans les années 70, par exemple, les fouilles françaises en Iran, les Français emportaient la moitié des objets en France. Entre les deux guerres, les Français avaient le mandat, comme on dit, sur la Syrie. Donc le service archéologique était tenu par un Français, René Dussault, et Agatha Christie, qui était remariée, du moins un jeune archéologue anglais, Malowan, fouillait en Syrie. Elle raconte dans ses mémoires une vie d'archéologue, comment Dussault allait à la fin de la campagne garder la moitié des objets pour le service archéologique syrien au nom de la Syrie, et l'autre moitié irait en Angleterre. Et elle raconte comment son malheureux mari faisait deux moitiés en essayant de mettre des choses plus voyantes mais moins intéressantes dans une moitié, et puis ce qu'il voulait vraiment dans une moitié en mettant etc., et que ça lui fondait le cœur, etc. C'est Agatha Christie qui en attribue, comme justement son mari avait 15 ans de moins, elle aurait dit épouser un archéologue, plus vous vieillirez, plus il vous aimera. Voilà. Mais c'est, paraît-il, apocryphe. Mais en tant qu'archéologue, ça me va. Donc voilà, en gros, pour dire que cette archéologie qui était quand même très coloniale au départ, hein, parce que tout ce que vous avez au British Museum, au Louvre, au Pergamon en Allemagne, ça a été plus ou moins pillé, quoi. Même problème pour l'Afrique, puisqu'on parle maintenant beaucoup de restitution. Et que maintenant, on s'achemine quand même. Le ministère des Affaires étrangères demande à ce que ce soit des vraies collaborations, que les collègues du pays où on fouille soient associés, leurs étudiants aussi, qu'on forme des gens, et si possible aussi qu'on fasse des opérations d'archéologie préventive. Et d'ailleurs, l'INRAP mène des opérations d'archéologie préventive donc sur des sites menacés en formant les archéologues. Il y en a toujours à Angkor au Cambodge, la Casbah d'Alger, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ou une intervention ? Tout le monde est convaincu ou tout le monde est fatigué ? Ou les deux ? Moi, j'aurais peut-être une brève question avant de conclure. En ouvrant le champ et en regardant vers les États-Unis, est-ce que l'archéologie, comme d'autres disciplines scientifiques, et en particulier en sciences humaines ou sociales, subit les injonctions de ce qu'on appelle le politiquement correct ? Est-ce qu'il y a des champs ou des sujets qui deviennent inabordables ou qu'on ne peut plus étudier ? Ou alors, est-ce qu'il y a des revendications particulières ? Je pense en particulier au peuple premier. Aux États-Unis, il y a deux archéologies différentes. Il y a l'archéologie dite historique, c'est-à-dire coloniale, qui s'occupe du peuplement européen. Parce que
effectivement, théoriquement, on a des textes, mais pas si nombreux. Donc, si on veut avoir des renseignements sur la vie quotidienne des pionniers américains du XVIIe, XVIIIe siècle, l'archéologie apporte énormément d'informations, y compris des fouilles dans les poubelles contemporaines qui ont été faites par certains collègues pour étudier les comportements de gaspillage des Américains contemporains. Donc ça, c'est l'archéologie des Européens devenus Américains. Et l'autre branche, c'est celle sur les populations qui étaient là avant, sur les Amérindiens, qui sont là dans des dates à partir de 20-25 000 ans à peu près, donc beaucoup plus tardivement évidemment qu'en Europe, en Asie ou en Afrique, et qui longtemps étaient c'est pour ça qu'il n'y avait pas de législation, parce que c'était pas intéressant, mais donc toute une préhistoire qui s'est montée et qui est d'un excellent niveau. Mais effectivement, c'est posé le problème de relations avec les communautés amérindiennes, les First Nations, comme on dit. Et là, effectivement, comme il n'était pas question qu'on leur rende leur territoire ni leur champ de pétrole, on a décidé qu'on pouvait quand même leur rendre leurs objets préhistoriques ou ethnographiques. Et un des premiers gouverneurs à l'avoir fait, c'est Ronald Reagan, quand il était gouverneur de Californie. Donc c'est pas forcément quelque chose, une démarche qui était ouvertement progressiste. C'est plus lié justement parce que les communautés indigènes se sont abritées souvent derrière leurs croyances en disant c'est notre religion, nos dieux, etc. Donc dès qu'on, vous savez, les États-Unis sont un peuple très religieux, où il y a encore une partie importante de la population qui pense qui est pour une lecture littérale de la Bible, où le président jure sur la Bible. Donc l'argument de la religion a pu jouer. Et donc, les communautés indigènes, si on trouve un squelette ancien, préhistorique, vont dire c'est chez nous. Par exemple, si c'est en Arizona, il va y avoir un chaman Hopi qui va venir en disant c'est à nous, rendez-nous-le, on va faire les rites qu'il faut et les inhumer correctement. Donc il y a eu un traité signé entre les communautés amérindiennes et le gouvernement fédéral, justement, sur la gestion des découvertes archéologiques. Alors, ça n'a pas que des avantages, parce qu'effectivement, est-ce qu'il y a vraiment un rapport il y a autant de rapports entre un squelette d'il y a 10 000 ans et un Hopi actuel qu'entre un squelette trouvé à côté de Montpellier et puis vous et moi, quand 10 000 ans se sont passés. Néanmoins, l'argument de la religion a effectivement joué, et ça commence à peser. Il y a eu des fois des réinhumations obligées de squelettes qui étaient d'un très grand intérêt scientifique, et ça se fait aussi en Australie et en partie en Nouvelle-Zélande. Alors, cela dit, en France, le problème ne se posait pas du tout il y a 20 ou 30 ans, mais avec une espèce d'américanisation rampante, si on peut dire, ça commence à se poser. Par exemple, on a découvert il y a 4-5 ans le corps parfaitement conservé d'une dame, Louise de Quingot, dans un cimetière à Rennes, qui avait été inhumée dans un cercueil en plomb, donc complètement scellé. Donc son corps était pratiquement intact quand on l'a ouvert. C'était d'ailleurs une fouille de l'INRAP. Alors, on a pu faire des prélèvements, étudier tout un certain nombre de choses. On lui a piqué ses vêtements parce que là, on considérait que c'était de l'ethnographie, donc ses vêtements sont au musée de Rennes, mais le corps lui-même a été réinhumé avec une messe solennelle, l'évêque du Cru, un très lointain cousin, il n'avait pas de descendant direct, et donc on l'a réinhumé avec une grande cérémonie
et une messe funéraire. Alors pour moi, pour le dire sans vouloir choquer personne, je considère que c'est plutôt un crime scientifique qu'un acte pieux. D'ailleurs, c'est plutôt propre au côté assez païen du catholicisme, parce que les protestants, eux, considèrent que tout ce qui tourne autour des morts, c'est plutôt un culte des morts, et c'est même le protestantisme a été une catastrophe archéologique, parce que quand vous fouillez un cimetière protestant, il y a juste le corps qui était là. Quand on a beaucoup de chance, il y a encore l'épingle qui fermait le suaire, mais il n'y a rien d'autre. Alors que le cimetière catholique, en général, on continuait à déposer des choses. Enfin, il y a pire que les protestants. Il y a les hindouistes qui brûlent le corps et qui jettent les cendres dans le Gange. Donc là, il n'y a vraiment plus rien à faire. D'ailleurs, je ne sais pas encore si je vais me faire incinérer ou inhumer, mais il me reste... Et pour pas commettre de fautes professionnelles, mais il me reste encore un petit peu de temps. Donc tout ça pour dire que jusqu'à présent, les corps humains, c'était un objet scientifique qu'on étudiait. On faisait de l'ADN, des analyses d'isotopes pour savoir ce qu'ils mangeaient, etc. Et puis on les mettait dans des boîtes où ils étaient très bien rangés. Maintenant, on sent que ça commence à monter. Alors, en plus, dans la législation, vous avez une zone grise. C'est-à-dire que si vous n'allez évidemment pas pouvoir faire des fouilles dans un cimetière récent. Ça s'appelle du viol de sépulture. Ça remonte jusqu'à, disons, fin 19e à peu près. Si vous fouillez une sépulture début 19e, là, vous êtes quand même en général dans l'archéologie. Donc au milieu, c'est pas bien défini. C'est comme d'ailleurs les limites de l'archéologie. Le site archéologique le plus récent qui a été fouillé suivant la loi sur l'archéologie préventive, c'était un camp de prisonniers allemands des années 47-48 en Normandie, quand il y avait l'armée allemande s'était rendue, donc il y avait des gens qui étaient prisonniers, des soldats, et qui étaient mis dans des camps, qui n'étaient pas des camps de concentration, mais qui étaient des camps quand même. Donc il y a eu des fouilles qui montraient que oui, c'était des camps de prisonniers normaux. Moi, par exemple, j'ai fouillé un site archéologique de 1983. C'était une œuvre d'art, un artiste qui avait invité une centaine de personnes, Daniel Speury, et qui a enterré le repas au milieu du repas. Et donc, c'est une sorte de performance, comme on dirait maintenant. Donc, j'ai fait la fouille avec lui en 2010. Comme je suis un archéologue discipliné, j'ai demandé une autorisation de fouille et on me dit « Ah bon non, c'est pas de l'archéologie, vous faites ce que vous voulez ». Donc la limite de l'archéologie actuellement, elle se situe entre 1948 et 2000 et 1983, je veux dire. Mais pour le statut effectivement des restes humains, c'est quelque chose qui pour l'instant est resté un peu flou. Merci beaucoup Jean-Paul Demoule et merci à toutes et à tous. Je vous invite à retrouver les livres de Jean-Paul Demoule sur la table de la librairie Soramps et une annonce de rencontre. Donc on se retrouve dans 15 jours, le 4 février, cette fois-ci au Théâtre d'Eau, avec le politiste historien arabisant Jean-Pierre Filiu pour une rencontre autour de son nouvel essai « L'Algérie, une nouvelle indépendance », dans lequel il revient sur les mouvements populaires qui a soulevé la jeunesse, et pas que la jeunesse algérienne, à partir de février 2019. Très bonne fin de soirée. Merci.